Fred ne sourit pas. On ne le voit que très rarement sourire. Quand on lui pose la question de savoir comment s'est passé ton boulot, il répondra juste très bien, ça peut aller. Il ne développera pas, il ne semble pas vouloir faire la conversation. Bref, beaucoup de gens disent que Fred est méprisant, qu'il est hautain, qu'il se la pète, qu'il n'aime pas les gens, qu'il est misanthrope. Voilà, beaucoup de choses qu'on va dire sur Fred. Et même pire que ça, on pourrait même dire que Fred lui-même émet des jugements sur lui. Mais pourquoi tu parles pas plus aux gens? Pourquoi tu fais pas plus ça? Pourquoi tu fais... Voilà. Et donc le jugement fait beaucoup de mal, crée beaucoup de difficultés dans le monde, et beaucoup de conséquences du jugement. Les conflits, il peut y avoir de l'auto-violence, beaucoup de culpabilité. Ça sont liés, toutes ces choses sont liées au jugement. Ça peut amener aussi à des choix destructeurs. On pourra voir après pourquoi. Et est-ce que on ne pourrait pas aller vers autre chose que le jugement? Comment sortir du jugement? Donc c'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Comment sortir du jugement? Comment aller vers plus d'inclusion, par exemple? Parce que moins juger, ça peut être aussi inclure. Comment aller vers plus de bonheur, à la fois le bonheur qu'on donne, et à la fois le bonheur qu'on ressent pour soi, si on ne se juge pas, si on arrive à ne pas culpabiliser, si on arrive à être plus constructif. Et c'est ça aussi qui va être hyper important. Quelles actions on pose dans sa vie pour que tout le monde aille mieux? Si on reste dans un système de jugement, vous allez voir que ça pose énormément de difficultés pour aller bien. Mais avant ça, essayons de savoir à quoi ça sert. Pourquoi on a un système de jugement? Pourquoi on a ça dans notre tête? Oui, parce qu'en fait, c'est pas juste l'éducation, hein. Le jugement, c'est dans notre cerveau. C'est quelque chose de totalement ancré. Nous sommes des êtres de jugement. Voilà, ça fait partie de nous. Alors, pourquoi? Tout simplement, déjà, c'est instinctif. C'est un instinct. C'est comme une forme de pilote automatique. C'est rapide, c'est économe. Pour vous donner un exemple de à quoi sert un pilote automatique, à quoi ça sert un instinct, quelque chose qui fait des raccourcis, qui est à la fois un peu simpliste, rapide. À quoi ça sert? Je vais vous donner mon exemple. Alors, beaucoup de gens le savent, je suis autiste. Et moi, par exemple, il y a plein de choses que je ne fais pas de manière automatique. Dans mes relations sociales, par exemple, il y a plein de choses. Il y a certaines circonstances sociales où je vais m'adapter, parce que j'ai appris. Mais au lieu de m'appuyer sur mes instincts, par exemple, si je rencontre quelqu'un et puis qu'on parle de tout et de rien, je peux réussir à le faire, mais au lieu de m'appuyer sur mes instincts, il va falloir que je m'appuie sur mes capacités on parle souvent du cortex ou du néocortex pour parler de ça. Donc ce sont des facultés plus élaborées, mais plus coûteuses, plus fatigantes. Dans mon cas, ça pourra me créer de la fatigue. Énormément de fatigue, selon certaines circonstances sociales, pourront me créer beaucoup de fatigue parce que je ne m'appuie pas sur mes instincts. Donc voilà à quoi ça sert. L'instinct, il sert à aller vite, tout simplement. Si dans la journée, vous avez un million... des milliers et des milliers d'interactions, de décisions de ci, de là, avoir des systèmes qui créent des raccourcis, ça va vous aider. Mais pourquoi on a d'autres systèmes que ça? C'est parce qu'à un moment donné, c'est pas toujours adapté de s'appuyer sur les instincts, parce que les instincts, c'est le pilote automatique, quoi. Vous avez l'habitude de prendre un chemin pour aller au boulot, et puis le jour où vous voulez aller ailleurs, mais une partie du chemin est le même, en fait vous vous retrouvez au boulot, alors qu'en fait ça c'est le pilote automatique. Et vous vous retrouvez au boulot, alors qu'en fait vous vouliez pas aller au boulot, pas ce jour-là, c'était le jour des vacances. C'est ça le pilote automatique, c'est une partie de nous. Voilà, du coup, moi je sais que j'ai des particularités. Par exemple, quand j'étais enfant, il y a des choses que je comprenais pas. Par exemple, je voyais que beaucoup de gens, il y avait des gens qu'ils adoraient et puis des gens ne pouvaient pas les sentir. Et moi, ce truc de je peux pas sentir un tel, c'est quelque chose que je comprenais mal. Par exemple. Donc, je ne sais pas exactement tous les instincts qui sont affectés chez moi, mais je sais qu'il y a des choses qui sont différentes. Je ne perçois pas le monde exactement de la même manière que beaucoup de gens. Et donc ça, je le comprenais pas. Je voyais pas pourquoi un tel
il était détestable et pourquoi un tel serait complètement appréciable. J'avais pas tellement ces distinctions. Alors ça veut pas dire que moi-même je n'ai aucun jugement, c'est pas le cas. Mais je sais pas, il y a des choses que je n'ai pas appris de la même manière. Et du coup, et malgré tout, voilà, il y a quelque chose qui est quand même beaucoup resté chez moi, c'est l'auto-jugement. La tendance à me juger beaucoup moi-même. Parce que j'ai reçu des jugements, donc je les ai internalisés. Donc je les apprends, les jugements, ça, il n'y a pas de doute. Bref, continuons sur la suite. Alors, je voudrais vous parler toujours de ce Fred, ce Fred qui sourit pas, qui est laconique, qui paraît méprisant, qu'on ne comprend pas. Et on va essayer de décomposer ça. Alors, je vais essayer de faire ressortir 3 critères. La description de ce qui se passe, l'utilité, et les actions qu'on fait ou pas. Alors, quand on est dans le jugement, et ben voilà, la description, elle va être simpliste, elle va être évidente. C'est quoi la description? C'est dire, c'est quelqu'un de méprisant, c'est quelqu'un qui se la pète, c'est quelqu'un qui aime pas les gens. Toutes ces choses-là, en fait, ça va être souvent des grosses généralités. C'est quelqu'un qui fait toujours la gueule, par exemple. Il fait toujours la gueule, c'est simpliste, c'est une généralisation. Toujours, pourquoi toujours? Est-ce qu'il n'a jamais souri? Est-ce qu'il fait vraiment la gueule? Est-ce que c'est vrai? Donc c'est simpliste, et c'est surtout une évidence. C'est perçu comme une évidence, c'est-à-dire, non mais c'est évident que c'est quelqu'un de méprisant. Il déteste tout le monde. Voilà. Ensuite, il va y avoir l'utilité. L'utilité, ça va être essaye d'évaluer le comportement. Alors déjà, la difficulté, c'est que, on verra après, mais on ne peut pas évaluer un comportement en soi, parce qu'un comportement en soi, hors contexte, ne peut pas avoir de valeur. C'est extrêmement simpliste d'évaluer un comportement en soi. Mais quand on juge, c'est simple, on va juste dire, c'est mal. Il ne faut pas faire ça. Voilà, c'est mal, il ne faut pas le faire. On se déconnecte totalement de la réalité. On ne va pas chercher à savoir si dans la réalité, dans le monde réel, ça a un réel impact. Et non seulement on va se demander ça, mais en plus de ça, on va tout faire reposer sur le comportement lui-même sans savoir ce qu'il y a autour. On va voir que, en fait, dans ce cas-là, on ne peut pas du tout nier, ignorer ce qui se passe autour. Un comportement en soi n'a pas d'intérêt d'être évalué en soi. Il faut prendre en compte le contexte. Voilà. Et le dernier point, c'est l'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, dans le cadre du jugement, on va punir. On punit ou on récompense. Alors, c'est pareil. Quand j'ai parlé d'utilité, c'est mal. Ou parfois, justement, c'est génial, c'est bien. Ça fait partie des formes de jugement aussi. C'est jugement positif, mais c'est un jugement. Et donc, dans l'action, la punition ou la récompense. Et là, dans le cadre de Fred, par exemple, on va l'exclure. On va l'ignorer. On va lui faire des vacheries, on va lui laisser du sale boulot. C'est de la punition. On veut le punir parce qu'on veut lui faire comprendre et on veut qu'il comprenne tout seul que c'est pas bien ce qu'il fait, donc il faut qu'il change. Mais vous comprenez bien que si ça reste chronique, c'est-à-dire que la personne ne réagit pas à la punition, qu'elle ne se remet pas en question par rapport à ça, qu'elle n'évolue pas, c'est bien que la situation est coincée. Si vous punissez quelqu'un et que ça s'empire, c'est que votre système instinctif, il marche pas. Et il est là le problème, surtout. C'est quand le système instinctif, on est incapable de le dépasser. On n'arrive pas à le dépasser. On reste coincé dans un fonctionnement chronique, énergivore, parce que du coup on dépense énormément d'énergie là-dessus, parce qu'en fait, voilà, on reste coincé dans un fonctionnement, dans une pensée qui est simpliste et évidente, avec des certitudes, et donc on s'en sort pas. Alors à quoi ressemblerait une pensée ouverte, contrairement à la pensée jugeante? Alors pareil, on va faire la description, l'utilité et l'action. Alors la description, elle va être complexe et elle va être relative. Alors c'est quoi, dans le cadre de Fred, une description complexe? Ça serait déjà de comprendre plus objectivement ce qu'il fait, en revenir aux faits. Parce qu'en fait, c'est bien beau, mais en fait on ne sait pas pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il est méprisant? On n'en sait rien. Ce sont des hypothèses. Déjà, comprendre à la base que ce sont des hypothèses. Tous les trucs qu'on se dit, ce sont des hypothèses.
Et à partir du moment où il y a du jugement, en fait, ça va pas aider à sortir de l'ornière. On est des êtres du jugement, on peut pas se le reprocher fondamentalement. Mais souvent, ça va bloquer. Donc pour sortir du jugement, là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va revenir déjà aux faits. Aux faits, les faits, ça va être, ok, il ne sourit pas. Quand on lui renvoie un sourire, quand on lui fait un sourire, il ne sourit pas en retour. Quand on essaie de lancer la discussion, il ne nourrit pas la discussion. Et encore, même là, on pourra être dans quelque chose encore un peu simpliste, parce qu'on pourrait dire, il ne fait pas ça. Mais est-ce que c'est tout le temps? C'est là où la nuance, elle va être hyper importante. C'est-à-dire, oui, mais très bien, mais dans quelles circonstances? Quand? Prenez des exemples, essayez de voir. Pour comprendre la réalité dans sa complexité, eh ben, il faut essayer d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus nuancé. Peut-être qu'il a fait ça qu'une fois dans la journée, mais que ça a suffi à foutre les boules à tout le monde. Hein, et il est rentré dans le bureau, Fred est rentré dans le bureau, il y avait 3-4 personnes, les gens lui ont dit salut Fred, il a dit salut, il a tout à peine marmonné un salut, il a à peine regardé les gens, et il est allé s'asseoir, et ça a fait rager tout le monde. Et en fait, il n'y a eu que ce truc dans la journée, mais ça aura suffi à foutre les boules à tout le monde. Peut-être qu'à d'autres moments, il aura voulu engager la parole, par exemple. Peut-être qu'il aura voulu discuter à d'autres moments, mais à ce moment-là, les gens lui faisant la gueule, ça s'est pas fait. Donc bref, la description. Ensuite, quelle est l'utilité? Alors là, c'est extrêmement complexe comme sujet, l'utilité. Vous voyez que dès qu'on veut sortir du jugement, c'est pas simple. C'est pas simple. Hein, ça demande de la réflexion, c'est pas un truc automatique, ça vient en claquant des doigts. On est obligé de s'impliquer. Et donc là, l'utilité, c'est quoi? C'est dire que quand il fait ça, le contact est manqué. Le contact ne s'installe pas. On n'arrive pas à ce moment-là à créer le contact. Mais il y aurait plusieurs trucs à dire. On ne peut pas évaluer un comportement isolé. C'est dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ça s'est passé comme ça. Si vous interagissez différemment avec la personne, peut-être elle-même elle interagira différemment. Et souvent, les choses, elles se coincent. Alors quand on dit l'utilité, son comportement, elle est difficilement isolable. Et après, je vais rajouter encore un point, mais où est le mal? Est-ce qu'on est obligé d'être tout le temps disponible? D'être tout le temps joyeux, content? Est-ce qu'on est obligé tout le temps de faire semblant d'être content si on ne l'est pas? Ça pose tout un tas de questions. Et ça pose la question de la co-responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité qu'on partage avec d'autres personnes. Ok, très bien, il n'a pas souri. Vous n'avez pas apprécié. Mais vous n'avez pas apprécié. Vous auriez aimé, vous auriez eu besoin de partage, vous auriez aimé avoir un contact, mais vous auriez aimé. Et peut-être que vous êtes énervé parce que ce sont vos valeurs qui ont été heurtées à un moment donné. Mais c'est important de prendre aussi en compte sa propre responsabilité dans ce qui se passe. Parce qu'en soi, si vous vous en foutez, en fait, très bien, vous vous en foutez, quoi. Enfin, je veux dire, il n'est pas réceptif aujourd'hui, ou il n'est pas réceptif à cet instant, on va le laisser tranquille. Et puis c'est tout, en fait. Il n'y a pas besoin de plus que ça. On va le laisser tranquille, on va le laisser... et puis finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si tout le monde reste hyper ouvert et en disant « je comprends, à un moment donné, il n'est pas dans son assiette, ou il n'a pas envie de communiquer, ou peu importe. » On respecte ça. Où est le mal? Est-ce que ça va empêcher d'autres choses? Alors peut-être, par exemple, dans le cadre d'un boulot, on va dire « Oui, mais comment on fait pour coopérer ?» Justement, on va voir la suite. L'action. Alors l'action, l'action quand elle est ouverte, forcément déjà comme la compréhension elle est beaucoup plus complexe, on est beaucoup plus dans une recherche d'apprentissage et de compréhension de ce qui se passe. On va chercher de l'information, on va chercher à sortir des tabous et essayer d'aborder les sujets. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Je dis pas que c'est simple, mais je dis déjà qu'on peut essayer de discuter avec la personne, on peut essayer d'être curieux. On peut aussi lui laisser de l'espace. À des moments, peut-être que cette personne a besoin d'espace, alors on peut lui laisser de l'espace. Et on peut formuler des hypothèses, essayer de comprendre, ok,
peut y avoir plusieurs raisons. Essayons de sortir déjà des raisons les plus évidentes. Dites-vous un truc, c'est que quand quelqu'un fait une action, de son point de vue, elle a raison. De son point de vue, elle a toujours de bonnes raisons. Si vous vous dites ça, si vous vous mettez vraiment en empathie, que vous dites c'est un humain, s'il fait ça, c'est qu'il a de bonnes raisons, et bien déjà ça va bien vous simplifier la vie. Parce qu'en fait, si vous partez du principe que la personne a de bonnes raisons, et bien déjà vous évitez beaucoup plus, vous gagnez énormément de temps, parce qu'il y a plein de jugements que vous allez pouvoir éviter directement. Elle a de bonnes raisons, et de vraies bonnes raisons. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que la personne elle a de l'anxiété sociale. Dès qu'elle se retrouve dans un endroit où il y a du monde, elle est peut-être pétrifiée. Et peut-être qu'à chaque fois qu'il va y avoir 3-4 personnes dans la pièce, elle va se faire toute petite, elle va essayer d'éviter de montrer qu'elle est anxieuse, donc en fait, elle va éviter un maximum de discuter parce qu'elle veut pas qu'on entende que sa voix est tremblante. Il peut y avoir énormément de raisons, en fait. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, nous, en tant qu'humains, paf, ça nous pop, c'est paf. Dans la tête, ça fait blop, blop, blop. Il y a des pensées qui nous arrivent et qui nous disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est chiant, qu'est-ce qu'il est ci, qu'est-ce qu'il est là. Et alors voilà, on arrive au point que je voulais aborder aussi, c'est le problème du cercle vicieux. Je reviens à l'histoire de qu'est-ce qu'on fait? On l'ignore, on l'exclut, on lui file le sale boulot, tout ça. Qu'est-ce que vous croyez qui peut arriver avec ce genre de choses? La personne au début, elle a une anxiété sociale très forte dans un contexte de travail, par exemple, dès qu'il y a un peu de monde. Donc à chaque fois qu'on lui a fait un coucou face à plein de gens, la personne, eh ben, elle s'est sentie mal, elle a essayé de masquer son inconfort parce qu'elle ne veut pas montrer qu'elle est anxieuse. Et ça a commencé comme ça. Donc on s'est dit, cette personne est méprisante. Oui, parce qu'on peut être fier, hein. Il faut y penser. Une personne elle peut très bien avoir de l'anxiété sociale, mais être très fière et paraître très forte. Et donc on va dire elle est méprisante, c'est vraiment une personne méprisante. Alors qu'en fait elle cache très très bien donc, son anxiété sociale. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir la punir. On va la punir. Et cette personne, elle va pas comprendre pourquoi on la punit. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle va peut-être réellement faire la gueule. C'est-à-dire, peut-être qu'après, à des moments, eh ben, elle va se couper plus. Ou peut-être que, voilà. Quand je dis faire la gueule, ça veut rien dire, en fait. En vrai. Soyons plus précis. Elle va ressentir de la colère. Elle va ressentir de l'énervement. Elle va ressentir de l'agacement. Elle va ressentir de la déprime. Elle va ressentir plein d'émotions, par exemple, qui vont parasiter la relation. Et donc, quand on croit... j'avais entendu une image, je sais pas, je crois que c'est Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente. Je crois que c'est lui qui disait ça, mais faudrait que je retrouve. Mais il disait dans une partie de ping-pong, il y a un moyen très simple d'arrêter de jouer, c'est qu'il y en a un qui baisse sa raquette. C'est-à-dire que souvent on se dit, ah ouais mais l'autre il joue au ping-pong, bah ouais mais vous jouez au ping-pong aussi. C'est hyper important de comprendre cette idée de co-responsabilité. Ok, la personne elle fait quelque chose, mais qu'est-ce que moi je fais qui nourrit ce fonctionnement-là? Donc dans le cadre d'un boulot, vous avez besoin de coopérer avec une personne. Vous avez besoin de coopérer. Ok, très bien. Ah oui, c'est important. C'est important de coopérer, on va dire, ça fait partie de la fiche de poste. Mais... déjà, passer ça, on peut respecter le fonctionnement de chacun. On n'est pas obligé de... Est-ce que c'est écrit dans la fiche de poste, doit être sympa à toute l'heure de la journée, doit socialiser à toute heure de la journée, tout ça? Non, on n'est pas... Qu'est-ce qui oblige à ça? On peut très bien faire son boulot et par exemple être un peu réservé et ne pas vouloir manger avec les gens. Pour avoir 1 million de raisons de ne pas vouloir manger avec d'autres personnes dans un réfectoire où il va y avoir plein de bruit. Par exemple, qui me fatigue très vite au bruit... si je bossais dans une entreprise et qu'on me dit bah tu veux aller bouffer à tel endroit, je sais pas si je vais être super chaud. Je le ferai peut-être de temps en temps, mais tous les jours, ce serait hyper compliqué pour moi. Ça me fatiguerait énormément d'être dans un endroit extrêmement bruyant. Et je pourrais très bien ne pas vouloir le dire. Je pourrais avoir toutes mes raisons de ne pas vouloir dire que le bruit me fatigue. Et que c'est pas contre les gens et que c'est pas que je veux pas socialiser et compagnie. Donc voilà. Donc il y a quand même cette histoire de se dire ok, il n'y a pas qu'un seul facteur, il n'y a pas qu'une seule responsabilité, il n'y a pas qu'une seule action qui compte, il y a aussi ce qu'il y a autour.
Et donc tout ça, ça amène à quelque chose, ça amène à l'idée de vraiment de changer d'approche plus profondément. Là, je montre l'exemple, voilà un exemple un peu simple, hein. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension, parce que toute chose du monde peut être vue à travers ce regard d'ouverture. Ça ne veut pas dire qu'on... Alors attention, alors là, il y a plein de méprises. Hein. Là, justement, c'est typiquement le genre de phrase qui fait que dans le cerveau des gens, blop, 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 il y a des jugements qui arrivent. Ah, mais ça veut dire qu'on va laisser faire les plus grosses ordures du monde. C'est un regard. C'est un regard. Ça ne veut pas dire qu'on laisse faire. Ça ne veut pas dire qu'on adhère. Ça veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'on peut adopter ce regard qui n'est pas un regard automatique, simpliste, dans l'évidence, dans le bien ou le mal, et qui n'est pas dans la punition ou la récompense. C'est juste ça. C'est juste ça. Je sais que ça peut être extrêmement pénible de se dire qu'on peut adopter ce fonctionnement sur tout, mais en fait, c'est la réalité. On peut bien le faire sur tout. On peut le faire sur tout. Et ça ne changera rien. On ne laissera pas faire. On peut se battre contre des choses. On peut continuer à se battre contre des choses qu'on va considérer comme trop injustes, trop ci, trop là. Ça n'empêche pas. Mais on peut adopter ce regard. Et ce changement de regard, qui est plus profond, il peut apporter énormément de choses. Il suffit d'une seule personne qui change. Prenez le même cas. Ils sont 4-5 dans la pièce, et là, le Fred, il rentre, et il n'est pas bien. Il suffit d'une personne qui, à un moment donné, va le voir en privé, à un moment donné où, du coup, il n'est pas en anxiété sociale, et qui va peut-être y aller doucement, parce qu'il va comprendre que l'autre n'est pas bien, qu'il va essayer de le découvrir de manière plus individuelle, essayer de voir ce qui se passe, il va tester plusieurs approches, puis il va essayer de s'intéresser à cette personne. Cette personne va s'ouvrir, elle va parler de son anxiété sociale, elle va lui faire confiance. Et ça peut tout changer en fait. Ça peut tout changer parce que cette personne, elle va déjà avoir trouvé un pilier dans l'entreprise de quelqu'un qui va pouvoir la soutenir. Et le cercle vicieux peut-être va pas se faire parce que il va y avoir quelqu'un qui va faire disjoncteur en fait, qui va faire disjoncter tout le système. Une seule personne qui change, ça peut tout changer. Et une seule personne qui change, ça peut aider aussi à moins souffrir soi-même. Parce que comme je disais, Fred, il peut se juger lui-même. Vous pouvez vous juger vous-même. Et même souvent, on se juge souvent, même des fois plus sévèrement soi-même, parce qu'on a appris à se dire, ouais, il faut pas juger les autres, tout ça. On nous l'a dit déjà. Mais personne ne dit, ne vous jugez pas vous-même. Personne ne vous dira ça. Souvent, on se dit, oui, mais faut pas être bienveillant envers soi-même. Si, moi je dis, faut être bienveillant. C'est vraiment quelque chose de très très riche d'essayer la bienveillance avec soi-même. Et je vais finir sur un dernier point qui me paraît important. C'est qu'il est possible de ne pas juger le jugement. C'est-à-dire que le jugement fait partie de nous. C'est normal d'avoir des pensées jugeantes, spontanées, envers soi et envers d'autres personnes. C'est normal, c'est tout à fait normal en fait. C'est un fonctionnement automatique du cerveau. Vous pouvez pas... En fait, ça serait des exigences irréalistes de penser qu'on pourrait se couper totalement de toute forme de jugement. Donc l'idée, c'est pas de juger le jugement. Quand je parle de cette ouverture et qu'on peut avoir ce regard sur tout, ça inclut le jugement lui-même. Donc voilà, je voudrais finir là-dessus. De dire que le jugement, ça fait partie de nous. Et je pense que le meilleur moyen de dépasser le jugement, pas le détruire, le dépasser, c'est d'accepter qu'il est là. Et ensuite, on pourra trouver d'autres ressources et d'autres choses pour apaiser ça. Pour apaiser, pour se sentir mieux, malgré le fait qu'il y ait ce jugement qui soit là quand même, par exemple envers vous-même. Et avec le temps, vous allez vous entraîner, vous allez apprendre à être plus à l'aise avec ça. Ça sera plus rapide, plus facile. Et peut-être que vous apprendrez par exemple à culpabiliser moins. Et vous apprendrez à être plus constructif. Culpabiliser moins, ça ne veut pas dire devenir super pourri, dégueu, on fait n'importe quoi. Au contraire. Souvent, c'est quand on culpabilise moins qu'on commence à avancer. Par exemple, par rapport aux personnes qui veulent mincir, ils se sont rendus compte, dans les études, que si la personne culpabilise d'avoir pris du poids dans sa vie,
et ben en fait, ça facilite pas les choses, en fait. Pas du tout. Et ils se sont rendus compte que l'acceptation de où on en est, je suis comme ça, je suis devenu comme ça, et ben en fait, ça facilite le fait, par exemple, ça facilite le fait de perdre du poids, par exemple, pour une personne qui voudrait faire ça, parce qu'elle va plus le faire par culpabilité, elle va le faire parce que ce sont des actions vraiment choisies, parce que par exemple, elle va vouloir faire ça, parce qu'elle se dit, ben, moi, finalement, je pense que je vais faire ça pour me sentir mieux, mais pas pour devenir parfait, pas pour devenir pas pour répondre aux exigences des autres, mais juste pour se dire, bon, voilà, moi, j'ai décidé de faire ça parce que j'ai envie de me sentir mieux. Ou j'ai envie de ça parce que je sais que mon docteur il m'a dit que j'étais pas en très bonne santé, que blablabla, donc je fais ça pour ma santé. Et donc la culpabilité, en fait, c'est un très 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 mauvais motiveur. Ça me motive pas du tout. Donc voilà, acceptons que nous pouvons essayer, c'est pas facile, mais nous pouvons essayer d'accepter qu'il y a cette partie en nous qui juge. Et après, on peut travailler sur le fait d'arrêter de se parler mal. On peut essayer de trouver d'autres manières de se parler à soi-même, d'autres manières de parler aux autres. Et puis, j'espère que si chacun travaille à sa mesure là-dessus, ça permettra d'entrer dans un monde plus ouvert, plus inclusif, plus doux envers soi et envers les autres.